Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous l'annonçais en début d'émission. Nous allons, à l'occasion de cet entretien, revenir sur le discours de l'État à la nation prononcé cette semaine par le président de la République à l'Assemblée nationale devant les députés. Nous allons revenir sur ce discours en compagnie du docteur Calixte Fouédé, socio-anthropologue, qui va nous aider quelque peu à revenir sur quelques pans de ce discours dont vous avez tous été témoins et qui a été l'objet de décryptages multiples sur nos antennes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir l'œil d'un sociologue pour revenir autrement sur ce discours qui nous a tenus en haleine. Docteur Calixte Fouédé, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, et bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. J'ai l'habitude de dire que c'est un devoir moral et sociétal parce que nous avons été payés, nous avons été formés aux frais de l'État, même si nous-mêmes, en tant qu'individus, n'avons pas bénéficié d'aucun accompagnement de l'État. Mais le personnel enseignant que j'ai eu dans mon parcours relève du milieu public. À ce titre, ce n'est qu'une manière pour moi de contribuer à ce que j'appelle à cette approche de redevabilité. Mais en attendant que l'État me prenne en charge. Oui. En attendant que l'État nous prenne en charge. Bon, tout au moins, vous êtes concerné par la revalorisation. Non, ça là, c'est un autre pan. Hein. Ça c'est un autre pan. Je l'ai dit, je ne suis pas concerné par les revalorisations. Ah, vous n'êtes pas concerné par les... Je pense que le président de la République est mieux informé de l'aspect dans laquelle, où je me retrouve, oui. Le monde universitaire, qui a une pluralité d'acteurs avec des statuts différents. Donc, ceux qui sont les plus vulnérables à la matière, d'accord, je pense que le président de la République, il a les yeux et j'ai l'espoir qu'il va réagir. Voilà. Mais voilà, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est son discours devant les élus du peuple. Déjà, dites-nous quel aperçu, en tout cas quelle impression générale ce discours vous a laissé. Donc, mon impression serait logée sous deux registres. Le premier registre, c'est ce que j'ai dit, ce n'est que la dimension légitime de son intervention. Puisque depuis 1991, nous sommes habitués à ce rituel où le président de la République, en tant que président de l'exécutif, qui va se rendre au niveau du Parlement pour dire l'état de la nation. Donc nous sommes restés dans une continuité d'une coutume politique à nous accorder, je le dis, au lendemain de l'historique conférence des forces vives de la nation. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut voir le président de plus en plus très imprégné d'un certain nombre d'éléments où, dans ce discours, il y a aussi la dimension gestuelle de son intervention. Il y a aussi le langage gestuel. Des fois, des intermèdes pour exprimer son état d'âme. D'accord? Et aussi exprimer cette satisfaction qui se veut générale, où tout le monde a contribué de par sa position et de par ses efforts. Voilà les deux aspects sur lesquels, je le dis, de l'autre côté, la dimension légitime et du point de vue mobilisateur. Selon vous, quel état d'esprit ça traduit du côté du chef de l'État? Je pense que le chef de l'État, quand on prend un peu de recul, il voit là où ses efforts, pour ne pas dire ses actions, les initiatives qu'il a prises depuis qu'il est arrivé à la tête de notre pays, qui a ce que j'appelle des fruits, des actes sur lesquels il peut faire l'objet d'un jugement. C'est à cela qu'il essaie chaque fois d'attirer l'attention de ses concitoyens pour que les dispositions qu'il a prises, voilà ce que cela est en train de produire. Et la productivité, pour ne pas dire le rendement, pour ne pas dire l'utilité sociale de ces actions est à nous tous. Mais quand il les prenait, il y a eu ce que j'appelle des réactions. Donc, c'est ça, je dis, voilà ce qui amène chaque fois à faire cet appel à une reconnaissance générale, pour ne pas dire, je ne dirais pas populaire, mais à une reconnaissance légitime aussi des efforts et des autres pour ce que nous puissions avoir ce qui est là aujourd'hui dans chaque secteur. Oui. Et justement, à des moments précis du discours, plusieurs fois, il est revenu là-dessus, cet appel à l'effort collectif et ce remerciement, en tout cas, à la résilience des Béninois. Quand il parle de l'inflation, par exemple, où le Bénin est champion de la sous-région, il dit très précisément, pour le citer, il y a lieu de dire félicitations au Bénin entier. À plusieurs endroits, c'est revenu, cet homme
hommage à, disons, à l'effort collectif. Sociologiquement, comment vous l'interprétez? Vous savez, quand vous êtes à la tête d'un État, c'est vrai, vous-même en tant qu'individu, vous n'êtes que la représentativité. Mais vous ne pouvez pas toujours vous offrir tout ce qui est bien à vous seul. D'accord? Puisque quand les initiatives qui ont été prises doivent bénéficier d'une phase d'exécution, et en la matière, ce sont les citoyens qui vont contribuer à cet effort parce que vous pouvez prendre ces dispositions et qui n'auront rien produit. Donc je pense que c'est un acte de reconnaissance pour ne pas s'auto-flageller par rapport aux résultats qui sont obtenus. Donc voilà, dans le compétent, je pense que c'est ce qui peut justifier, d'accord, chaque fois cet appel à un succès collectif, à une reconnaissance des efforts des uns des autres pour que cette inflation soit maîtrisée. Parce que quand ce n'est pas maîtrisé, je pense que les gens vont encore plus dépenser. Les gens vont encore plus dépenser. Donc des mesures, il a évoqué le montant dont je n'ai pas regardé, le montant. Si cette mesure pour contenir cette inflation... 130 milliards pour contenir un peu... Voilà, s'il n'y a pas eu tout ce qu'il y avait, tout un mécanisme, après la conception, il faut trouver ce qu'il y appelle des mécanismes d'opérationnalisation. Donc je pense que c'est dans ce sens que l'utilité, les avantages, l'effet produit par ces mécanismes pour lesquels il arrive, il nous invite tantôt à continuer et aussi à reconnaître l'effort des uns des autres. Voilà, donc je pense que la dimension, surtout quand il a dit que c'est au niveau de l'UEMOA, je pense que c'est le Bénin qui a battu le record. Oui. Je pense que c'est aussi par rapport à toute la politique économique, d'accord, qu'il essaye, de faire réaliser avec toute son équipe. Je n'aime pas être nominatif des enfants, des hommes, pour dire, mais chacun, tout ce qu'il a mis autour de lui, les gens sont en train de travailler progressivement pour que l'effort collectif soit mieux, pour impacter davantage le citoyen. Quel que soit l'espace géographique, c'est là que je suis très rigoureux, quel que soit l'espace géographique, parce que dans ce pays, la dimension géographique, pour ne pas dire votre milieu de résidence, devient pour vous, à un moment donné, une source de frustration notoire. Ça, on va en parler dans le... Alors, en tant que... Ça, c'est une question qui est adressée aux citoyens, avant l'homme de science, avant l'universitaire. Quand vous avez suivi ce discours, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Non, pour ce qui me concerne, j'ai vu des annonces. Il y a des annonces de côté. Mais de l'autre côté, il y a déjà le niveau de réalisation de certaines choses. Et là, si je dois me prononcer, je suis obligé de prendre secteur par secteur. Moi, en tant que sociologue, il faut permettre aux gens de quitter l'indigénat. L'extrême pauvreté, le président est revenu beaucoup plus sur ça, pour ce qui concerne l'assurance maladie. Et là, il a essayé de dire la couverture, le niveau de la couverture nationale. Et que d'ici 2023, nous allons couvrir tout le territoire national, d'une part, et d'autre part, certaines catégories. Parce que toutes les catégories ne sont pas encore couvertes. Mais en termes de l'offre de soins, là où je me réjouis, puisque je dis, il y a des droits qui sont des droits conditionnels. En ce sens que, avant de bénéficier de certains droits, il faut que certains préalables soient réalisés. Et en la matière, je vois le président évoquer la question du plateau technique de nos formations sanitaires. Et ce plateau technique n'est pas identique d'une région à une autre et d'une zone sanitaire à une autre. À ce titre, il y a une cartographie qui a été faite. Ce que j'ai aimé, il y a une cartographie qui a été faite pour dire le niveau où nous en sommes et le nombre d'hôpitaux qu'il faille en prendre en compte et le nombre des centres de santé qu'il faille également aussi prendre en compte, non seulement pour le plateau technique, mais également aussi sur le personnel soignant. Ça, je l'ai apprécié en tant que diplômé aussi en sciences de population. Nous avons à ce niveau des choses sur les questions de santé. Sur ce point, je pense que les gens ont fait un travail, pour lequel il est venu rendre compte en portant la voix de ces acteurs, de ces hommes de science qui ont travaillé dans l'ombre autour de lui. Ça, c'est un. Puisque, quand vous prenez le plateau technique, je rappelle, moi, je ne fais que citer des études pour ceux qui me connaissent. Quand vous prenez l'enquête SARA, et je le dis, ce sont des sources qui vont nous permettre d'apprécier l'effet de toutes ces mesures, de toutes ces réalisations dans 5 ans, dans 10 ans.
Si vous prenez aujourd'hui cette enquête, si elle doit être reprise, je pense que les aspects évoqués, la productivité sanitaire, on va en ressentir de l'autre côté. Et restant dans ce postulat de ce domaine de santé, le président a beaucoup plus, il a évolué en mettant en place aussi des organes qui vont nous permettre d'assainir le milieu sanitaire. Je l'ai dit, de plus en plus, il faut que nos formations sanitaires puissent avoir un visage humain. Un visage humain, il n'y a pas de visage humain. Si je le dis, il faut que la judicialisation des erreurs médicales soit aussi évoquée. Ça, c'est un autre pan. Mais avant qu'on en arrive, il faut que le corps médical soit sensibilisé. Il faut que le corps médical, dans tous ses aspects, soit vraiment beaucoup plus imprégné des questions des droits humains. D'accord? Pour que leur attitude ne soit pas dans un postulat de négligence d'une part, dans un postulat de fatigue, et qui plus est d'oublier la dimension humaine de toute personne qui soit patiente et qui demande un soin. Il faudrait que cette dimension puisse privilégier sur la dimension marchande, la dimension économique de toute pathologie au sud du Sahara. L'autre dimension des questions des services sociaux, je veux nommer l'accès à l'eau potable. Je vous assure, quand vous descendez de plus en plus à l'intérieur du pays, il y a des endroits où une bonne cartographie, une bonne couverture, un bon maillage est fait, puisque c'est aussi l'une des conséquences des mesures prises. L'Agence nationale de l'eau, ça n'a pas été facile. J'étais intervenu dans un certain mesure dont ce n'est pas le lieu d'en parler, où les acteurs d'hier en matière de gestion de l'eau dans nos communes, avec l'agence, d'accord, je peux pas dire, la symbiose n'était pas au départ ce qu'elle devait être. Je pense qu'avec le temps et la nouvelle réforme de la décentralisation, avec les SE, les gens doivent beaucoup plus travailler pour qu'on puisse réduire, d'accord, ce qu'ils appellent l'inégalité en matière de services sociaux dans l'eau. Donc, 2 sur 3, a-t-il dit, 2 Béninois sur 3 ont accès à l'eau. Ça veut dire quoi? Le reste, il faut très tôt procéder à une cartographie pour voir quelles sont ces zones. Moi, je viens du terrain en tant que sociologue, je suis un homme de l'empirisme. D'accord? Il y a des zones dont je tais le nom pour le moment qu'on doit travailler pour que ces zones soient couvertes. D'accord? Comme le président lui-même l'a dit, on va avoir une couverture à 100% d'ici 2026. Je touche du doigt que cette réalité soit vécue par la plupart de ces concitoyens qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Oui. Avant d'aller plus loin dans l'énumération, je voulais revenir sur la portée d'un tel discours. Oui. Parce qu'on se dit, il y a une fonction, il y a une tradition, vous avez rappelé le cadre légal, mais quand un chef d'État fait le bilan de l'année 2022, il essaye de faire passer quelques messages non pas seulement à la représentation nationale devant qui il fait cet exposé, mais aussi à tous ses concitoyens. D'après vous, quels sont les messages clés que le chef de l'État a voulu faire passer? Bon, au-delà de ça, je pense que pour tout citoyen, il y a une satisfaction à son niveau, puisque n'oubliez pas, hein, le discours intervient à 1 mois jour pour jour des procès d'élection législative. Or, la précédente a laissé un tableau sombre de notre démocratie. Et je le dis, nous ne sommes pas morts. Quand je dis nous, je dis l'État béninois n'est pas disparu. C'est vrai que ça a laissé des séquelles, mais ce n'est pas des séquelles continues. Il faut aller interroger les juridictions pour dire les violences qui étaient intervenues au lendemain des élections législatives de 2019. Est-ce qu'il y a encore des victimes? Moi, je ne peux pas être affirmatif, d'accord, non plus, et je ne peux pas être aussi négatif, je reste dans le doute pour que les acteurs impliqués, qu'on puisse vider complètement ce dossier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vu aujourd'hui le caractère inclusif, je le dis bien inclusif en ce sens que la réforme, la réforme politique aujourd'hui, je pense que tout le monde adhère. Ça, humblement, sur ce point, c'est la portée de cette réforme politique. Tout le monde adhère. Aujourd'hui, pour aller aux élections, il faudrait s'acquitter. Ce que j'appelle le quitus fiscal. Il faut qu'il reste pour nous, en tant qu'universitaires, qu'on puisse commettre une étude sur la portée du quitus fiscal, d'accord, dans la gestion des choses publiques.
Est-ce que ce que nous mobilisons par rapport à ça, ça arrive à couvrir les charges électorales, puisque c'est l'État qui assure, premier élément. Deuxième élément, de ce que nous mobilisons à ce niveau, parce que l'État, quand vous avez un homme d'élu, aujourd'hui, vous bénéficiez d'un financement public. Est-ce que dans ces deux, qu'est-ce que l'État, je ne dis pas que l'État paie, l'État gagne, mais il faut qu'on puisse dégager un tableau. D'accord? Moi, je voudrais qu'au thème, d'accord, je ne dirais pas de la mandature du président de la République, mais je voudrais convier quand même tous les acteurs pour qu'on puisse au moins aller à ce niveau, ce qui va nous permettre de mieux apprécier la dimension économique, d'accord, de ceux qui tuent, d'une part, et d'autre part, de voir comment il faut trouver d'autres mécanismes, je dis d'autres mécanismes, pour les gens qui doivent être éligibles à ce quitus fiscal. Parce que ça n'a pas été facile. Est-ce que les Béninois arrivent à déclarer tout ce qu'ils ont comme bien? Est-ce que les Béninois arrivent à se conformer à la fiscalité selon le secteur dans lequel ils se trouvent? C'est des questionnements pour nous en tant que sociologue, en tant que l'homme de la recherche, c'est des questionnements. Je pense que ces questionnements doivent mûrir, doivent toucher les acteurs politiques. Si je sais que dans 3 ans, je serai à des élections, que je puisse me permettre le luxe de pouvoir identifier quelles sont les matières sur lesquelles je ferai l'objet d'une fiscalité. D'accord? Quelles sont les matières qui vont rentrer dans ce que j'appelle dans l'assiette fiscale? Si je ne les connaissais pas, je prendrais des risques quand il fallait aller chercher et que déjà à partir de mon identifiant, on découvre tout ce que j'ai comme bien alors que je n'ai pas été honnête dans leur déclaration. Je pense que c'est une auto-évaluation de l'homme politique. C'est une auto-évaluation de la classe politique, à mon humble avis, et que les économistes, ceux qui sont au niveau des impôts et ceux qui sont au niveau d'autres responsabilités de l'État, pour qu'on puisse dégager un tableau, d'accord, d'ici là. Voilà. Si ce tableau pourrait être dégagé avant les élections générales de 2026, moi, en tant qu'universitaire, je serais ravi. Ravi en ce sens qu'on pourra faire de la pédagogie au niveau de la classe politique, on pourra faire de la pédagogie au niveau de la population générale pour que les gens sachent que si demain je vais m'inscrire dans une vie politique pour être à occuper des postes de responsabilité, voilà la discussion la même. Pour moi, c'est aussi une manière de moraliser la classe politique. Alors, on est toujours dans... vous parliez de messages, on parlait des messages que portait ce discours. Oui. Là, vous parlez d'inclusivité pour les élections législatives prochaines. Et quels sont les autres messages qui vous paraissent évidents pour Non, les autres messages aussi, je pense que le président, d'une manière implicite, nous invite à une cohésion sociale. Et lui-même, il en a parlé. Et j'ai vu que les éléments qu'il a mis en exergue concourent à cette cohésion sociale. En ce sens que je viens d'évoquer la question sanitaire. L'autre question qu'il a évoquée, qui invite à cette cohésion sociale, c'est la question de l'éducation. J'ai l'habitude de le dire pour ceux qui me connaissent, il n'y a que le papier qui puisse vous permettre d'avoir ce que j'appelle l'ascension sociale, d'avoir de la mobilité sociale. Si vous n'êtes pas héritier d'une richesse, d'une famille, vous venez d'une famille pauvre et que Dieu vous a fait grâce, et que vous puissiez étudier, réussir ce qu'on appelle à des examens, être à des postes de responsabilité, ça s'inscrit dans le postulat chez moi de la méritocratie. Donc, pour cette méritocratie, pour qu'il en soit ici, il faut que des infrastructures puissent couvrir tous les territoires nationaux. Et le président l'a évoqué, tout ce qui va être fait pour couvrir le territoire national en termes d'infrastructures beaucoup plus scolaires, en parlant de la cantine scolaire, oui. Et il a dit que d'ici là, presque toutes nos écoles primaires seront bénéficiaires de la cantine scolaire. Oui. Je pense qu'en toute humilité, il y a 4 ans, 5 ans, j'en parlais, qu'il faut du moins que les chefs, des responsables de pédagogie, selon les régions où ils se situent, puissent nous documenter ces données. Nous documenter ces données pour que nous puissions les utiliser. Sans aucune base de données, je ne pense pas que quelqu'un puisse parler. Soit vous-même, vous prenez vos sous, comme d'habitude chez moi, vous prenez vos sous pour aller réaliser des études. Quand vous ne les réalisez, vous ne pouvez pas parler. Donc je pense que progressivement, avant qu'on arrive à cette couverture nationale de la cantine scolaire, que les cadres du ministère de l'enseignement primaire puissent aider d'ici peu ces sociologues, ces économistes, ces nutritionnistes qui vont pouvoir demander des bases de données pour produire un certain nombre de choses. Parce que ça nous permettra aussi, entre autres, je ne vais pas révéler, d'aller apprécier des données anthropométriques au niveau de ces enfants qui bénéficient
d'accord, de ces cantines scolaires pour qu'on puisse apprécier quelles sont les céréales, quels sont les vivres qui sont convoqués. Est-ce que nous ne sommes pas, le biais de cette cantine scolaire, nous sommes encore dépendants de l'agriculture externe? Ça, c'est une autre question. Si l'agriculture interne qui est sollicitée, ça fait du bien pour le paysan béninois. Moi, je voudrais quand même qu'on puisse nous permettre d'accéder à ces données et après, d'en tirer les conclusions. En quoi la cantine scolaire, non seulement de pouvoir permettre à l'enfant de séjourner et bien, et de ne pas connaître ce que j'appelle le décrochage précoce, d'une part, mais en quoi ces cantines scolaires participent à l'économie locale? C'est un questionnement. Je pense que si les gens renseignent toutes les données à leur niveau, ce serait plus facile pour les chercheurs de toute catégorie d'accéder et de bien argumenter la portée des cantines scolaires au Bénin. Ce n'est pas que qu'on participe à maintenir l'enfant à l'école. Non. Il y a d'autres dimensions. Qu'on puisse voir quelle est la contribution économique de la cantine scolaire au niveau de nos communes, de nos zones, selon les superficies, d'une part, et selon la nature des spéculations qui sont emblâmées. Voilà. En parlant de vous parliez de méritocratie tout à l'heure, il y a un focus particulier qui a été acté par le chef de l'État concernant les filles. Ah oui. On parle de transfert monétaire et il y a 2 niveaux de récompense pour celles qui s'inscrivent dans les filières scientifiques et celles qui viennent aussi, les 10 meilleures de chaque commune du Bénin. Chaque commune et chaque département. Chaque département du Bénin, pardon. Chaque département du Bénin. Comment vous appréciez cet effort particulier en direction des filles de notre pays? D'abord, je voudrais personnellement remercier le président de la République pour avoir porté cette œuvre salvatrice sur la personne de sexe féminin. Parce que, entre autres variables de la déscolarisation des filles, figure le défaut de soutien. Au Bénin, les parents soutiennent moins les enfants quand il s'agit de la scolarisation. Peut-être que la fille ou bien le garçon, juste après le bac, il manque de soutien. Si en temps il n'a pas eu d'appui après le bac, il n'a pas eu de bourse, il n'a pas eu de secours, il n'a pas eu d'assistance, après le bac, la poursuite des études devient une source, je ne sais pas, de rejet pour certains, une source d'abandon pour d'autres, et une source de ce que j'appelle d'une errance académique à l'université. Parce qu'on n'a pas de quoi tenir dans telle filière, et puis on va dans telle, et puis en fin de compte, ce n'est que ce que j'appelle le rejet de fait. D'accord. Je pense que le président de la République, en mettant l'accent sur ces appuis vont contribuer à maintenir davantage les filles dans le dispositif. Mais à condition que, ça je m'attelle bien mes mots, que d'autres aspects des questions de la scolarisation des filles soient gérés dans une dimension holistique. Et ça, je m'exprime. Vous savez, nous venons de sortir d'un colloque qui a pris son temps pour réfléchir sur les questions de droits sexuels dans ce pays. Et je ne vais pas m'attarder sur ce que j'ai dit, mais je dis de plus en plus, les bailleurs de fonds qui viennent financer les acteurs de la société civile dans ce domaine n'arrivent pas toujours à écouter les préoccupations locales. Quand je dis les préoccupations locales, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une fille qui vient de la puberté. Une fille qui vient de la puberté, on n'attend pas seulement d'aller se mettre aux activités sexuelles, mais qu'on lui dise, vous êtes en train de connaître une mutation qui s'inscrit dans votre bonne croissance. Premier élément. Deuxième élément, vous avez des potentialités quand vous êtes en train de traverser cette période. Vous avez des potentialités. Votre adolescence n'est pas synonyme d'une activité sexuelle. C'est aussi qu'on va vous aider à mieux disposer vos projets de vie. Mais au même moment, on va vous aider à éviter ce que j'appelle les obstacles à l'épanouissement de la personne de sexe féminin. Ces obstacles, c'est l'expression, c'est sous l'effet de fortes pulsions sexuelles, avec un environnement de plus en plus polluant à partir d'une précocité d'activité sexuelle, qu'il faille procéder à ce que j'appelle à une identification de ces facteurs que j'ai nommés quelque part des facteurs de dispersion d'énergie. Nous allons faire ce focus-là, dégager ce tableau sombre qui perturbe l'avenir des filles. Quand on va faire ça, les mesures que le président de la République a annoncées
avec des effets, là, tout sur des échéances, oui, nous pourrons avoir des résultats édifiants. Oui. Puisque sous peu, pour ne pas dire sous peu, il y a eu récemment un atelier international sur la question de la scolarisation des filles. Et parlant des mesures que le président a prises, a évoquées, je dis, il y a des zones qui ne vont, dont, excusez du peu, les originaires de ces zones ne peuvent pas être bénéficiaires. Et pourquoi donc? Je le dis pour des raisons spécifiques. Un homme de science, vous prenez aujourd'hui la couverture nationale. Dans certaines disciplines, il y a certaines zones qui sont les mieux pourvues que d'autres. Est-ce que vous voyez? On peut se rapprocher de moi pour savoir plus. Et par rapport à ça, or, on a mis en place un niveau d'échelle. C'est à ce niveau d'échelle que nous sommes tous attendus. Mais pendant que toi, dans ta zone de résidence, tu as toutes les compétences requises pour que tu puisses bénéficier de tes enseignements. Ailleurs, certains n'en ont pas. Peut-être ils auront ça tardivement. Oui, à cause de quoi? Indisponibilité des infrastructures? Ce n'est pas que seulement la disponibilité des infrastructures, c'est la disponibilité des ressources humaines. C'est là le grand problème. Et il faut que l'État revoie, pour ce que je dis, les gens comprennent. Il faut que l'État revoie dans le redéploiement, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, ce qu'il faut faire. Parce que c'est le même, ce sont les mêmes béninois qui sont des universités, des écoles normales et autres, que le privé prend, tout comme l'État aussi prend. Oui. Mais pour certaines disciplines, certains ont fait le choix de ne pas servir l'État. C'est leur droit le plus. Et ce sont ces disciplines qui deviennent de plus en plus, ce que j'ai dit, difficiles à en avoir dans certaines localités de mon pays. Vous parlez des disciplines scientifiques, mathématiques, oui. maths, physique. Maths, physique. Ce sont des, dont l'être moderne également. Ce sont des disciplines, quand vous prenez autre Cotonou, Port-Nouveau, Abomey, Calabi, plus vous évoluez à l'intérieur du pays, il y a une disparité qui s'instaure. Cette disparité, il faut constater ça dans les établissements publics. Je dis bien dans les établissements publics. Je précise bien mes propos. Donc, par rapport à ça, je voudrais quand même inviter l'État à pouvoir corriger cette disparité très tôt pour que tout le monde puisse partir sur le même pied d'égalité. Sinon, les gens sont soumis à la même épreuve. Et vous allez voir, je l'ai analysé il y a 2 ans, quelque part, les meilleurs qui proviennent, les meilleurs au plan national, les meilleurs identifiés au plan national, il y a une bonne partie qui proviennent des établissements privés. On me dira, ils sont des Béninois, je suis d'accord. Mais celui qui a mis son enfant dans un établissement public, je ne veux pas les nommer, c'est qu'il y a un minimum de capacité économique à pouvoir supporter. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. À ce titre, l'État, pour travailler pour réduire ce que j'appelle les disparités sociales, les inégalités sociales, doit donner le meilleur de lui-même pour pouvoir, ces établissements qui sont en dehors des grandes villes, des grands centres, d'accord, en ses compétences. Et en la matière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une évidence. Si vous prenez quelqu'un aujourd'hui en mathématiques pour venir encadrer votre enfant, si c'est déjà classe de 3e ou bien classe de 1er, bien classe de terminale, je ne suis pas venu pour donner des montants. Il y a un minimum que vous devez payer. Que vous soyez à Port-Nouveau, que vous soyez à Abomey-Calabi, à Cotonou, il y a un minimum que vous devez payer. Puisque si vous ne le faites pas très tôt, il est surchargé. Il est surchargé, donc il ne pourra pas se concentrer à vous. Et encore, vous allez dans d'autres établissements dont je ne vais pas les nommer, en dehors de ceux-là qu'ils ont pris eux-mêmes, ils vont chercher d'autres compétences selon leur discipline. Très souvent, c'est maths, physique, d'accord? Maths, physique et SVT. De l'autre côté, c'est les 3 là qui sont les plus prisés, à la rigueur du français. Donc, vous payez en conséquence pour que l'enfant, dans le secteur privé, puisse bénéficier d'autres compétences pour venir lui faire des TD. Vous payez
vous payez le prix en conséquence. Voilà une, entre autres, analyse qui me permet de dire, je voudrais demander à l'État, et beaucoup me demandaient au chef de l'État ce que je dis, il y a beaucoup de gens autour de lui qui comprennent ce que je dis, qu'on puisse très tôt, ces mesures, oui, je sais qu'il y a d'autres qui bénéficient de ces mesures, mais pour que ces mesures soient pérennes, et quel est un aspect beaucoup plus inclusif, ou que parce que j'ai de l'argent ou bien je suis d'un niveau, mais de mon degré de pauvreté, que mon enfant puisse avoir accès, d'accord, à être éligible à ces mesures. Voilà aussi ce que j'appelle des offres conditionnelles pour certains. Pour certains. On peut aussi se dire que dans cette logique, ou du moins cette logique justifie le fait que l'État ait fait l'effort en direction des AME pour leur permettre d'avoir de meilleures conditions. Parce qu'on sait que c'est cette corporation-là, en tout cas ce groupe-là, qui essaye quelque peu de mitiger le plus possible cette disparité dont vous parlez, essayer de combler ce déficit d'enseignants pour permettre de donner les mêmes chances à tout le monde. Donc on peut se dire qu'il y a en tout cas une vue d'ensemble du secteur par les autorités publiques, à commencer par le chef de l'État, ce qui justifie les efforts en direction de cette corporation bien précisément. Oui, le chef de l'État, en parlant, en évoquant le secteur de l'éducation, je pense que dans les discours, il a été clair. Il a été clair et il a dit, c'est dans tous les ordres d'enseignement de mon pays. Et il faut, à ce niveau, je n'aime pas toujours remercier les hommes. Quand vous êtes un homme public et vous savez bien faire votre truc, votre job, d'accord, je pense que c'est la nation qui vous reconnaît. Et à son statut du président de la République, ce qui est fait, c'est édifiant. C'est édifiant toujours, je le dis, pour contribuer à réduire les inégalités sociales, pour contribuer à réduire les disparités sociales. En amenant le focus qui est fait sur les AME, je pense que c'est salutaire. C'est salutaire parce qu'on ne va pas dire certaines choses, on ne va pas donner certains chiffres. Moi, je suis chercheur des questions statistiques, j'ai été formé sur certaines choses. Je pense que dans l'avenir, on va revoir comment faire sortir les gens de la précarité dans le monde de l'enseignement. Il ne sert à rien d'être dans un monde de précarité dans le monde enseignant. Puisque c'est la seule chose que l'État puisse mieux faire pour éviter ce que j'appelle la délinquance dans tous ces aspects. Quelqu'un qui est instruit, je pense qu'il va bien raisonner. Il va bien jouer son rôle de citoyenneté. Il va espérer jouer d'autres responsabilités dans la République. Mais si vous avez moins d'espace où les gens vont bénéficier d'un enseignement édifiant, non, nous créons des problèmes. Problèmes où certains ne pourront pas être sur le marché de l'emploi. Or, l'emploi reste une donnée de compétition. Donc, si je devais être sur le marché de l'emploi et que je n'ai pas la capacité requise pour aller compétir, je suis exclu. En plus, vous contribuez à une grande exclusion d'une masse, vous multipliez la pauvreté. Et la pauvreté, quand elle est là, elle n'est pas bien dans le sens où la population active a plus de dépendants autour de lui, autour d'elle. Or, quand la population active, pour qui vous payez un salaire, a plus de dépendance autour d'elle, celle-là ne peut pas bien vivre et par ricochet, elle n'aura pas produit un bon rendement. Donc, ça, ce que j'appelle une conséquence négative sur un certain nombre de performances. Et pour qu'il ne soit pas ainsi, il faut réduire davantage les facteurs susceptibles de produire assez d'inégalités sociales. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce niveau de la répression. Donc, ce qui est fait pour les AME, de leur payer, c'est bien, de leur permettre de sortir de la précarité. Après 3 ans d'une certaine stabilité, d'accord, dans leur chose. Et je les invite aussi, comme le chef de l'État dit, ils doivent bénéficier d'un test d'évaluation, lequel va leur permettre d'avoir un autre statut. Ce statut fait ce que j'appelle une sécurité de l'emploi. Et quand vous avez la sécurité de l'emploi, les autres aspects que j'ai l'habitude de le dire, la mobilité sociale devient pour vous votre opportunité et vous revient de travailler. Parce que du moment où j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai ce que j'appelle mon salaire, je peux me documenter, je peux écrire, je peux faire des recherches, je peux être soumis à tout, puisque
j'ai quelque chose qui me réconforte. J'ai l'emploi qui est sécurisé, j'ai sa garantie qui est là, je suis pris en compte, je ne peux que produire. Et dans cette productivité, l'impact, ce sera au niveau des apprenants. Et c'est l'État qui gagne. L'État qui gagne. Dans cette même veine, on parlait de l'amélioration des conditions des AME. Ça fait partie d'un tout qui a été acté la veille de ce discours sur l'état de la nation. Je veux parler de cette question de la revalorisation des salaires au niveau des fonctionnaires, publics. Comment vous appréciez cet événement? Le chef de l'État en a parlé tout en précisant que ce n'était pas un cadeau, mais simplement le fruit de la redistribution consubstantielle à l'effort collectif. Oui, je pense que la préoccupation d'augmentation des salaires n'était pas d'aujourd'hui. Il vient de finir, il a fini, il y a sa première mandature. À ce moment, il dit, laissez-moi le temps d'investir. Laissez-moi le temps de poser les jalons, de voir. Il ne faut pas qu'on puisse prendre des décisions pour lesquelles nous ne pouvons pas les assumer. Je pense qu'il est resté honnête à lui-même dans sa décision, dans ses discours. D'accord? Donc, je pense que, humblement, sur ce point, le président de la République a joué sa partition. Et c'est au Parlement qu'il a fait plus de détails sur ce qui revenait à chaque catégorie. Et je disais, chaque catégorie qui est bénéficiaire de ces mesures prises, je leur demande de beaucoup travailler. De leur beaucoup travailler, que les gens s'investissent davantage. Je n'ai pas réalisé des études, je ne veux pas dire certaines choses. Je voudrais dire à tout personnel administratif de l'État, quel que soit l'échelon auquel il se trouve, de beaucoup plus s'investir dans le travail et d'être utile là où il est et de pouvoir avoir toujours ce que j'appelle une attitude intégratrice. Ça là, il le manque pour certains. Je dis bien pour certains, il le manque. Maintenant, je vais revenir sur un autre point. Parce que je n'avais pas fini au niveau des filles. Oui. J'ai évoqué comment il faut faire pour éviter un peu ces disparités. L'État a compris qu'il faille combler ce que j'appelle les disparités entre disparités de genre. Oui. Je veux parler entre les sexes. Oui. Quand vous prenez certaines filières, il y a une hégémonie masculine. D'accord? Le président a dit celles qui vont s'inscrire dans cette filière auront des choses. Oui. Moi, je ne veux pas nommer les filières, mais je veux nommer quelques établissements de nos universités publiques. D'accord? Quand vous prenez, pas que tout le monde connaît, le secteur industriel a une hégémonie masculine. D'accord? Je prends ça là à l'université d'Abomey-Calavi. Quand vous allez au niveau de l'école normale, de l'USTIM, d'accord, à Natitingou, c'est quoi? C'est mathématiques, PC et SVT. Quand vous rentrez au niveau de mathématiques et informatique, il y a peu de filles, que ce soit aussi en physique. D'accord? C'est un peu en SVT qu'elles se retrouvent. Voilà ça. Maintenant, l'autre chose que je vais prendre, c'est de faire un tour à l'IMSP à Porto-Novo, à Dambo. D'accord? De voir quelles sont ces disciplines, il y a moins de filles. Et le peu qui est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'invite, j'appelle, je plaide pour des mesures beaucoup plus discriminatoires, dans le bon sens, par rapport à ces endroits. Ce n'est pas fini. Il y a aussi l'INSTI, d'accord, à l'OCOSA, d'accord. Il y a des filles. Il y a des filières, il n'y a pas assez de filles, d'accord. Donc, je voudrais demander au niveau du chef de l'État que ces endroits, qui sont ce que j'appelle des endroits spécifiques, que des mesures soient prises. Et je n'aurais fini au niveau des filles pour demander encore à l'État. L'État lui-même a essayé de voir toujours comment combler ces disparités. Oui, sans vouloir vous arrêter, on se dit que ces mesures d'accompagnement, ces bourses d'accompagnement sur 3 ans devraient permettre de mettre les filles dans de meilleures conditions, pouvant leur permettre de rentrer dans ces écoles et d'avoir plus de présence. C'est de pouvoir rentrer, vous avez dit. De pouvoir rentrer dans ces écoles. Mais je dis, les gens peuvent ne pas rentrer là. Ça peut je veux que cela soit du caractère général. Mais qu'on puisse mettre d'autres options au niveau de ces filières-là pour promouvoir le peu qui vient. Oui. D'accord. Voilà. Ça, c'est ça que je disais. De l'autre côté, si les filles qui ne se sont pas inscrites, et ça, n'allons pas seulement mettre l'accent sur l'université, comme le président l'a dit, la réforme du système éducatif du moins, où nous aurons moins de collèges à caractère général pour des lycées techniques. Tout est fait, j'ai suivi tout ça là, c'est bien. Mais il y a des secteurs où il faut motiver les filles à y aller.
c'est bien les mesures qui ont été prises. Mais à l'analyse, à mon niveau, ces endroits que j'appelle des endroits spécifiques, il faut qu'en amont quelque chose soit fait. Parce que les 10 meilleures filles qui vont venir, et si, selon le profil d'hier, d'accord, pour lequel elles sont venues, si on n'en précise pas les 10 meilleures filles qui ont eu au niveau du bac, par exemple, et que dedans, j'en ai sur les 10 meilleures, j'ai peu qui soient peut-être du bac C, oui. J'ai peu qui soient du bac D, d'accord, et que j'ai une bonne partie qui me proviennent de A2, oui. Qui me proviennent de B, et tu vois, combien j'aurai pour aller faire ces filières techniques. C'est pour cela que, moi, je dis, c'est bien, ça c'est de façon générale, d'accord, mais qu'on puisse prendre des mesures spécifiques pour ces milieux-là et mettre l'accent sur ça. Peut-être, on trouvera peut-être la première fille qui va bien, les 10 meilleures filles, bien les 5 premières filles de telle filière qui vont venir peut-être de la première année en deuxième année, qu'on puisse leur accorder ceci et puis permettre à celles-là. Je reviens encore sur cela. L'État lui-même a essayé de créer dans nos départements, d'accord, un lycée qui s'occupe uniquement que des filles. Dans les 12 départements, nous en avons. Mais là, je n'ai pas encore réalisé une étude. Mais pour que ces mesures puissent beaucoup plus impacter ces filles qui viennent dans ces milieux, il faut qu'il y ait un regard. Il faut qu'on essaie de voir comment se fait l'activité pédagogique pour que ces filles puissent bénéficier encore beaucoup de ces moyens qui leur permettent de se retrouver parmi les meilleurs. Et ce n'est pas fini en dehors de cela. L'État lui-même a créé un autre. Ça là, je veux parler du lycée militaire des jeunes filles. Oui, de Nat-Tengou. De Nat-Tengou. Voilà un lycée où c'est rien que des filles, d'accord, qui sont en milieu fermé. J'appelle en milieu fermé, mais pas ouvert comme les autres. Oui. L'État peut voir aussi, bon, là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire pour celles qui vont sortir, quel que soit le statut de leur sortie. C'est un plaidoyer que l'État puisse voir, bon, celles qui sortent là-bas. Regardez, récemment, il y a eu un concours de mathématiques, Miss Mathématiques, mais les meilleurs proviennent de là-bas. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, hein, je pense, hein, il y a 2 ans, la première fille meilleure au bac C provenait de ce lycée. Donc, moi, je voudrais plaider que ces milieux que j'appelle milieux ouverts et fermés, oui. Qu'on ait une idée, non, qu'on ait des initiatives pour permettre à ces filles qui vont sortir, qui sont déjà des élites, de garder toujours leur postulat d'élite et d'aller sortir mieux. Je veux les voir mieux, pour moi, ingénieurs des ponts et chaussées. Je veux les voir mieux, ingénieurs en génie civil. Je veux les voir mieux, ingénieurs en mécanique. Je veux les voir mieux en informatique industrielle. Je veux les voir mieux. Donc, il y a ces secteurs que j'appelle des secteurs de prédominance masculine, que l'État puisse prendre des mesures, d'accord, pour contribuer à réduire ce fort taux de disparité. Oui. Voilà. Hier, par exemple, au niveau de l'IFRI, oui, d'accord, l'école d'informatique. Oui. Le directeur a essayé de mettre en place un petit regroupement entre les filles pour que les filles puissent travailler. Puisque là, c'est la fracture numérique en fait. Oui. D'accord? J'ai été convié pour animer une communication avec ces filles pour susciter en elles l'engouement, le goût de continuer à persévérer dans ce secteur. Parce que c'est un secteur de prédilection masculine. Je dis de prédilection masculine parce qu'il faut avoir le bac C, bac D. Or, ces filières sont des filières de prédomination masculine. Donc, déjà, voilà un peu les chantiers sur lesquels je voudrais vraiment plaider auprès du chef de l'État pour qu'un regard puisse porter sur ces filles qui se trouvent dans ces En complément de ce qui a été annoncé. En complément de ce qui a été dit. Et que les ministres concernés, pour ces lycées de filles, les ministres concernés puissent avoir un regard. Même quoi, là, nous voulons plaider également pour que la première dame qui donne des cadeaux pour les filles, avoir aussi un regard pour ces lycées où nous avons déjà des filles qui sont des élites. Voilà, revenons à la préoccupation au sujet de la revalorisation salariale, parce que le focus qui a été fait, le choix qui a été fait, c'était de privilégier, le chef de l'État l'a répété à maintes reprises, d'impacter beaucoup plus ce qu'il appelle les gagnes petits. Quelle est la résonance sociale sociologique de cette mesure? Non, mais ça reste toujours dans ce que j'appelle réduire toujours les disparités. Vous voyez, le président s'est donné un petit exercice. Il a dit le salaire avant la rénovation pour certaines catégories et le salaire après la rénovation pour certaines catégories. Je pense que c'est une manière aussi de saluer l'effort de ceux-là, de saluer leur performance et de les inviter à encore mieux faire. Sincèrement, parce que quand j'écoutais le président de la République, il prenait
le montant avant, oui, exactement. Le montant après, un agent administratif, par exemple, pour le citer, oui. tout en bas de l'échelle dont le salaire est d'environ 62 645 francs CFA, actuellement gagnera désormais 104 024 francs CFA. Et ainsi de suite, soit une augmentation de 41 379 francs CFA, soit 6% d'augmentation. Donc il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a beaucoup. C'est là que je dis, derrière ce travail, je salue d'abord toutes les compétences requises. Non seulement les fiscalistes, non seulement les financiers, pour voir quelle est la marge, d'accord, la marge de manœuvre pour tenir ça dans le temps. Puisque le président l'a dit, 60 milliards. 60 milliards, oui. D'accord, oui. 60 milliards de coûts supplémentaires à la masse salariale. Exactement. Non, c'est à féliciter. En toute humilité, c'est à féliciter. Mais je rappelle quand même que tout le monde n'est pas encore concerné. Oui. Oui, ça là, je l'ai dit, et je pense que le président il a évoqué. Il y a des endroits où tout le monde n'est pas encore concerné, certains sont encore dans la précarité. D'accord, il faut être d'abord dans un cadre légitime, dans un cadre de sécurité juridique pour être éligible à cela. Et ça, autour du président, je pense que des gens vont lui dire, tout n'est pas encore rose dans les universités publiques. Tout n'est pas rose dans les universités publiques. Je pense qu'il a suffisamment d'informations pour que certains puissent aussi être impactés, que d'autres soient pris, qui soient en rade et qui participent, d'accord, à l'éducation, qui participent au renforcement des compétences là-bas, puisque chaque année, le nombre d'admis, tout le monde ne va pas dans le privé, et tout le monde ne sort pas du pays. Justement, en parlant du privé, quand vous parlez de ceux qui sont en rade, c'est la grosse masse, la grande masse qui n'est pas concernée par cette revalorisation. Le président a annoncé que tout au moins avec le patronat, ils se sont entendus sur l'application du nouveau SMIC. Pour le reste, il va falloir attendre. Il y a eu simplement une exhortation du président de la République à l'endroit de ses patrons pour que, voilà, du côté du privé, qu'il y ait, dans un monde idéal, une répercussion de ces mêmes mesures que... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est une stratégie convenable dans ce sens que le président peut-être il a tenu compte de deux éléments, entre autres. Le coût supplémentaire dans le postulat d'une hiérarchisation des salaires. Oui. Deuxièmement, la tenue de ce coût supplémentaire dans le temps. Moi, à mon niveau d'analyse et de niveau d'information, voilà les hypothèses que je mets. D'accord? Ce sont ces hypothèses que moi je mets, à partir desquelles je me dis, cette exhortation qu'il est en train de faire, avec le temps, certains ne finiront par se conformer. Certains vont chercher à s'y conformer. Parce qu'il faudrait que le bien-être collectif, tant évoqué par le président de la République, puisse être réellement un vécu pour tout le monde. Un vécu pour tout le monde parce que ceux qui sont dans le secteur privé vont également sur le même marché, comme le président l'a dit à toutes les fois. Donc je pense que je ne veux pas être trop pessimiste. Et les discussions, les gens auront peut-être à bénéficier, je sais pas, des opportunités. On va leur créer des conditions. D'accord? Je ne doute pas. Et on ne va pas laisser ceux qui sont dans le secteur privé, d'accord, à ne pas être aussi éligibles à ces mesures prises. D'accord? Donc je pense que les réflexions, les exhortations ira au-delà pour des échanges, pour des choses, pour pouvoir leur permettre de pouvoir au moins répondre aussi favorablement, d'accord, à cet apport, à cette amélioration sociale très significative. Parce que 60 milliards, c'est dans le temps. Oui, 60 milliards, c'est dans le temps. Oui. D'accord? Donc, je pense que les autres vont revenir par rapport à ça pour que le privé puisse aussi être éligible. Et pourquoi pas que nous pourrons tous être heureux dans des mesures collectives qui sont prises par l'autorité et pas des moindres. C'est le seul décideur de la République. Voilà. En parlant de ces 60 milliards, le chef de l'État a pris le soin
de rassurer les uns et les autres, puisque on parle évidemment d'une décision pérenne qui devra, que le budget devra assumer annuellement. Le président de la République a pris le soin de rassurer et les Béninois et nos partenaires de l'étranger de ce que cette décision ne plombera pas nos choix en termes d'investissement, que ce soit, il a pris le soin de préciser, que ce soit pour l'eau, pour le reste à faire dans l'électricité, les infrastructures routières. Ce sur quoi je voudrais m'appesantir, c'est ce souci de ne pas compromettre l'avenir de nos enfants. Il a évoqué plusieurs fois. Il y a devant les syndicalistes également, ses propos liminaires ont porté là-dessus. Veiller à ce que la génération d'aujourd'hui fasse les sacrifices qu'il faut pour assurer le bien-être de la prochaine génération. Quel est l'impact de ou quelle est la portée de ce souci permanent Non, je pense que tout bon dirigeant ne peut être que dans le postulat de la prévention. Et je pense que j'ai l'habitude de dire, après moi le déluge, c'est ce à quoi le président nous invite à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Je pense que ce souci permanent, c'est une question de responsabilité. Et à son niveau de responsabilité étatique, il est mieux placé pour le dire. Et on ne peut que s'y conformer. S'y conformer parce que si aujourd'hui nous détruisons tout, je fais juste un parallélisme sur les questions de l'environnement. Si nous détruisons tout ce que nous avons hérité, les autres, quand ils vont venir, ils vont en souffrir. Et je prends toujours, en dehors de ça, je prends un autre exemple. Aujourd'hui, ceux qui sont en activité vont cotiser. Oui. Mais pendant qu'ils ne seront pas en activité, il faudra que d'autres cotisent. D'autres cotisent pour. Donc, la population active, il faut qu'on travaille pendant qu'elle est en activité, qu'on travaille qu'elle ait moins de dépendants autour d'elle. Voilà. Quand je vais m'exprimer, pour que je dise. Par exemple, un fonctionnaire béninois qui gagne, soit c'est son papa qui est vivant et qui entend celui-là n'a pas pu travailler pour bénéficier d'une sécurité sociale. Et j'ai l'habitude de dire l'enfant en Afrique est la canne de la vieillesse de son papa. Donc il a son papa à sa charge. Oui. Si en temps on n'a pas permis à sa maman d'aller à l'école, ou bien de pouvoir faire un commerce et tout ce que vous connaissez que j'appelle les obstacles et à la réalisation du rêve des filles, si en temps la maman n'a pas bénéficié de rien, ça veut dire que les deux sont à sa charge. Oui. Selon sa position en tant qu'aîné, je ne sais pas sa position dans la fratrie, et qu'à un moment donné où papa ou maman devait assumer l'éducation de certains, ils n'ont pas pu, faute de moyens, et que lui, il est parvenu, il doit assumer. Pendant qu'il parlait à ces jeunes de poursuivre, d'étudier, de faire ceci, ces se sont mis très tôt dans une mauvaise gestion de leur corps. Ça devient des charges à sa disposition. Donc, tu vois, ça veut dire quoi? Ceux qui gagnent, il va pouvoir répartir cela sur ceux-là qui ne sont pas dans le postulat de la productivité. D'accord? Donc, lui-même, ça va porter atteinte à sa qualité de vie. Et par conséquent, à son expérience de vie. Donc, c'est juste ce schéma que je vous donne pour faire comprendre davantage cet appel du président de la République. C'est un appel édifiant. C'est un appel mobilisateur pour que nous ne soyons pas dans le déluge, d'une part, et d'autre part, dans ce que j'appelle dans une vie de misère. Voilà, mais cela part aussi d'une prise en tout cas d'une prise de conscience individuelle. Est-ce que vous avez l'impression que notre société a en partage cette façon de voir les choses? Parce que si j'en reviens, si je dois citer le président de la République, je lui dis très précisément, même si en notre temps, chacun de nous ne connaîtra pas l'aisance, la fortune, le bien-être total, nous avons l'assurance que nos enfants ne connaîtront pas le même sort que nous, que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et les générations à venir, grâce à nos efforts et à la dynamique en cours, auront un sort différent, une vie meilleure. C'est aussi cela le sens de la vie, c'est aussi cela la responsabilité des générations, œuvrer pour soi, certes, mais davantage pour les générations à venir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a en partage, toutes les générations, on voit ça pour la société dans son ensemble, est-ce qu'on a en partage ce souci de ne pas, disons, gréver l'espérance que peut avoir légitimement les générations à futur et travailler pour les générations à futur réellement? J'ai l'habitude de dire, je résume tout ce que le président a dit en un seul mot, la mobilité sociale.
pour qu'il y ait une bonne mobilité sociale familiale, il faut que d'une génération à une autre, qu'il y ait un gain. Le gain n'est pas que matériel. Le gain aussi, c'est la qualité des hommes que vous avez. Donc, sur ces deux aspects, dans chaque famille, on peut faire le débat. Dans chaque famille, on peut s'auto-évaluer. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux filles, on ne vous dira pas, allez vous marier, mais on vous dira, vous avez vu telle personne. Ça veut dire quoi? C'est l'éducation par exemple. Et cette éducation par exemple, donner la fierté à ses géniteurs, pour ne pas dire à ses parents maintenant. Donc, si chacun essaie d'approprier cette philosophie du président de la République, ce que j'appelle la philosophie du bien-être social, je pense que le débat est vite fait. Vite fait en ce sens que chacun essaie de s'auto-évaluer. Mon papa était quoi? Moi, je suis quoi? J'en suis un exemple. Ma maman n'a jamais été à l'école, ce qui fait que le jour de ses obsèques, j'ai convié toutes les personnes qui étaient à l'église Sainte-Anne de Guézin, dans l'arrondissement d'Agatobo, commune de Comène. Ne laissez jamais vos filles à qui que ce soit donner l'opportunité à cette fille d'aller à l'école. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une génération à une autre, nous devons travailler pour faire ce que j'appelle la reproduction sociale. Et si elle doit être meilleure, il faut que mon enfant soit mieux par rapport à moi à l'instant T. C'est à cela que dans mes communications, dans mes sensibilisations en direction des filles, votre corps n'est pas un corps d'une jouissance de qui que ce soit, excusez-moi d'aller ainsi, mais votre corps c'est un corps dont on a besoin en son temps. Mais avant qu'on ait besoin de ce corps en son temps, vous prenez le temps de travailler pour disposer de votre autonomie. Mais votre liberté, votre adolescence n'est pas synonyme d'une licence sexuelle. Donc, voilà des expressions que j'utilise pour permettre aux enfants d'avoir de l'ambition. Mais si nous ne voulons pas travailler pour que nos enfants aient de l'ambition et que nous voulons inscrire nos enfants dans le quotidien, les familles d'une génération à une autre vont être pauvres. C'est vrai. Moi, je plaide pour que mes enfants soient mieux que moi. D'accord? Je plaide pour que mes enfants soient mieux que moi. Vous prenez des familles, je ne veux pas citer de nom aujourd'hui dans ce pays, je pense que quand chacun va se rendre dans des grandes régions, ces parents, ces familles qui avaient tellement de fortune, d'accord? La mauvaise gestion de la descendance, après qu'il y en a qui n'ont pas de compétences universitaires. Il y en a qui... la question d'héritage, après que des gens sont tombés dans ce que j'appelle dans un état de déconfiture totale. D'accord? Il y a des exemples à Cotonou. Je suis né à Cotonou, j'ai vécu à Cotonou. C'est pour ça que je dis qu'il y a des lieux dont je ne veux pas citer. Mais je cite un seul lieu de ma génération ayant vécu à Cotonou. On appelle un espace, d'accord, de la plage derrière Hôtel Croix du Sud. Pour ceux qui sont nés à Cotonou comme moi. Les mercredis soirs, les samedis, c'était un autre endroit. Il y a un autre dont je ne veux pas nommer, je le désigne. Memphis. À Cotonou, il y a un autre dont je ne veux pas appeler. Mais les amis de ma génération, dans les quartiers, qui s'adonnaient à ces espaces de divertissement, au plan intellectuel, sont devenus quoi? Et au plan de leur bien-être, sont devenus quoi? Donc c'est ça que je dis, identifions autour de nous des facteurs de nuisance sociale pour éviter à nos enfants d'y fréquenter, pour éviter à nos enfants de ne pas s'adonner à l'alcool, de ne pas s'adonner à une certaine chose de vice. C'est ça qui viendra perturber la qualité de votre génération après. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi, la socialisation primaire doit être meilleure pour que vos enfants ne tombent pas ce qu'on appelle les travers de la société. Et c'est à cela que s'inscrit l'utilité d'une part et la portée d'autre part. Et enfin, cette culture du président de la République, ce qu'il appelle la philosophie sociale du bien-être social. Je pense que c'est bien que tout le monde puisse se l'approprier. Oui. Je pense que le débat va être fait, oui. Et chacun à son niveau va s'auto-évaluer. Je ne vais pas citer ici, il y a des métiers qui ont fait l'objet d'une reproduction sociale. Exactement, voilà. Peut-être que aussi dans cet appel du chef de l'État, c'est appeler la génération, en tout cas la génération en charge aujourd'hui, oui. à mieux supporter ou bien à mieux accepter les efforts auxquels on les appelle. C'est-à-dire que est-ce que tout ce qu'on demande en termes d'exigence aujourd'hui, en termes de réforme, en termes d'implication, en termes de productivité, en termes de mobilisation tout simplement, est-ce que le présenter ainsi ne devrait pas susciter en chacun de nous une plus grande propension à l'effort en tout cas constante? Je pense que c'est juste ça.
Et j'ai l'habitude, je le dis, hein, pour ceux qui me connaissent, quel est le projet que vous faites de vos enfants? Ah oui. Je ne vais pas attendre que mon enfant atteigne l'adolescence pour commencer à lui parler. À quel niveau, moi, en tant que père, en tant que mère, j'ai commencé par m'inscrire dans un postulat d'échange, de discussion, pour préparer mon enfant à un avenir meilleur, mais lequel est tributaire de son investissement. Moi, j'ai pour ceux qui me connaissent. Mais pendant que certains vont regarder la télévision, les feuilletons d'alors, je ne regardais pas. J'ai fait le prix du sacrifice pour ce que je suis. Je ne parle pas, je ne suis pas venu parler de ma vie, mais je suis un illustratif de comment de la pauvreté vous pouvez connaître l'émergence. Mais je dis et je le respecte, l'État me doit encore de m'intégrer davantage dans ma sécurisation pour que je puisse encore donner le meilleur de moi. Et c'est ce qui m'anime au niveau de ma descendance pour laquelle je travaille. Au niveau des tierces personnes qui me connaissent, je travaille. Il faut s'investir pendant qu'on y est. À cela, pour ceux qui me connaissent, je l'ai dit, vous avez votre enfant, quel est le temps que vous disposez pour venir dire quel est le coup que vous avez fait aujourd'hui? Quel est le temps que vous avez dit, et bon, je dois aller payer tel livre pour lui à la librairie pour lui ramener ça? Il faut que les gens soient au quotidien aux soins de leurs enfants. Et là, nous serons meilleurs. Vous voyez. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'illustrer davantage mes trucs au thème des examens nationaux. D'accord? Au thème des examens, nous allons prendre, j'ai accès à des statistiques, nous allons prendre des examens nationaux pour chercher les milieux de provenance. Vous allez constater que ce que je dis, c'est une réalité. Et je reviens encore pour illustrer ce que je dis. L'État, pour permettre la modalité d'admission, d'accord, pour que vous soyez éligible à certains lieux de formation, je prends le cas que je connais, je prends les deux cas, je prends Britannique militaire de Bembereke et puis le lycée militaire des jeunes filles. Vous voyez, ces deux sphères, pour que vous puissiez être éligible, vous êtes parmi les 50 meilleurs de votre département. Premier niveau de sélection. Deuxième niveau de sélection pour ces deux milieux de formation paramilitaire, oui, académique et militaire. Quand vous êtes éligible à ça, il y a un hôtesse auquel vous êtes soumis. Et c'est à l'issue de ces deux-là que vous êtes retenu. Maintenant, revenons à l'Intel pour vous parler. Quand vous prenez les deux sexes, chez les garçons et chez les filles, les 50 meilleurs dans Cotonou, dans Port-Nouveau, dans Bobé-Calabi, je pense, je ne me trompe pas. Ces 50 meilleurs-là ont le seuil de 9 sur 9. Vous comprenez? Mais plus vous quittez ces milieux que j'appelle les grandes périphéries du savoir, en ce sens qu'il y a les infrastructures, d'accord? Il y a l'offre d'enseignement qui se trouve dans le milieu privé que ceux-là qui ont les moyens peuvent envoyer. Ceux-là, c'est 9 sur 9. Mais plus vous évoluez à l'intérieur du pays, on n'a pas 9 sur 9 chez l'enfant, mais on a parfois 8 sur 9. Parce qu'il fallait avoir coûte que coûte les 50 du département pour que les 1200 par 16 puissent aller compétir. C'est au terme de ces compétitions, d'accord, internes, que 3 sont dégagés par département. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le niveau, je prends ça là pour montrer qu'il y a encore du travail à faire pour que tout le monde puisse être éligible aux mesures prises par le chef de l'État. Est-ce que vous voyez? Donc, et là, j'en ai analysé, beaucoup venaient des établissements privés par rapport aux nombre qui venaient de l'établissement public. C'est là que je disais tantôt que l'État doit pouvoir travailler pour qu'on ait des compétences, d'accord, dans les établissements publics, oui, qu'on ait très tôt le corps enseignant, que ce soit en maternelle ou primaire, qu'on ait. Parce que, je vous donne un exemple, quand vous prenez l'enseignement préscolaire, ça foisonne à Cotonou, Port-Nouveau, à Bobé-Calabi, à Parakou. Mais plus au niveau des autres périphéries, des autres endroits, ça ne foisonne pas. Donc, qu'est-ce que l'État doit faire? Et revient à l'État. Je plaide, et je pense que le chef de l'État s'inscrit dans ça, chaque fois quand je l'écoute, qu'on ait des centres d'éveil, d'accord, dans les autres communautés, pour que les enfants puissent connaître ce qu'il appelle la préscolarisation. Que tout le monde puisse avoir les mêmes chances. Les mêmes chances, voilà. Alors, là, nous allons parler
du ressenti individuel afférent au progrès que le pays connaît. Parce que le chef de l'État a insisté là-dessus. C'est ce que j'appelle l'histoire, la séquence du pain quotidien. Je vais le paraphraser avant de vous poser la question. Il disait, je le cite, « Le citoyen, même lorsqu'il voit de façon évidente des changements positifs de son milieu, lorsqu'il observe les améliorations qui lui offrent des conditions et un cadre de vie globalement meilleur, il faut encore qu'il sente que le progrès le touche personnellement. » Et plus loin, les ressentis individuels peuvent paraître en contradiction avec la dynamique globale engendrée par nos efforts communs. Nous sommes donc tenus de tenir compte de cela. Car, quelle que soit la noblesse des objectifs de bien-être global, le pain quotidien reste notre priorité et c'est cela notre nature humaine. Je pense qu'en écoutant cette portion de son discours, c'est toujours une invitation d'une part et d'autre part. La question d'impact est pour être tributaire. Je dis la question d'abord, et suivez-moi bien. La question d'impact de tout ce qui est fait par rapport au citoyen est tributaire de son positionnement. Positionnement à la fois géographique, positionnement dans le tissu de répartition de la richesse et positionnement selon son statut de responsabilité. Je mets tout ce que le président dit, là où il mettait le doute, pas le doute, il aura ce que j'appelle une certaine marge. C'est la marge là qu'il est en train de justifier comme ça. Donc, vous avez vu ces trois niveaux que j'ai dit. Oui. C'est, par exemple, je prends un seul élément. La question de l'amélioration du réseau routier. Cette amélioration du routier n'a pas touché toutes les localités. C'est vrai, le président de la République a évoqué deuxième phase de abattage. Oui. D'accord. Donc, ce premier élément. L'autre élément sur lequel la personne, le ressenti doit être aussi variable, c'est la question d'accès à l'eau. Oui. Le président a parlé de 2 sur 3. D'accord. Moi, j'étais dans une zone. D'accord. C'est les cours d'eau. C'est là, je vais revenir un peu sur les députés. C'est les cours d'eau. Il y a moins de 2 semaines que je suis rentré. D'accord, du Nord. Donc, il y a des zones, c'est les cours d'eau. D'accord. J'ai vu ça. Donc, pour moi, quand le président disait, il a donné 2%, il dit, bon, ça veut dire que le troisième qui n'est pas satisfait, d'accord, se retrouve dans ces espaces où je suis allé. Ça, c'est un. Maintenant, la question de l'électrification rurale, je mets l'accent sur l'électrification rurale. Il y a des zones qui sont couvertes. Parce qu'une électrification rurale, ça coûte cher. En ce sens que là, il n'y a pas un gain économique. Il n'y a pas assez d'abonnés. Tout ça est à la charge de l'État. Est-ce que vous voyez? Donc, quand même, il faut qu'on puisse en arriver là pour que l'effort individuel puisse contribuer. Si vous prenez aujourd'hui vos factures d'énergie électrique, il y a une contribution à l'énergie, à l'électrification rurale. Ça, c'est d'abord un effort collectif. Pour que ceux-là puissent aussi avoir accès à l'énergie. Si on ne le fait pas ici, je pense que des zones vont rester dans l'obscurité pendant encore des décennies. Si vous prenez la cartographie aujourd'hui des zones couvertes, j'ai été intervenu dans quelque chose, je pense qu'il doit y avoir un ralliement entre certaines centrales au niveau du nord et d'autres au niveau du sud. Je pense que quand on aura ces raccordements, certaines zones auront de l'énergie électrique. Donc, voilà comment le ressenti peut être variable. Et dans tout ça, il y a peut-être, la probabilité qu'il en soit ici est une réalité, dans la mesure où, vu ces paramètres que je viens d'évoquer, et que les trois se justifient simultanément, c'est un individu lambda, bon, là, son ressenti est autre chose. Il vous dit, ah, mais tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Or, il oublie qu'il n'est pas isolé dans la société. Aucun de nous n'est isolé dans la société. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas isolés. Ça dit quoi? Peut-être j'ai des parents dans ma belle famille, si j'ai déjà atteint le statut d'avoir une vie conjugale, ou bien j'ai des cousins qui sont ici. Donc, nous ne sommes pas dans un postulat d'isolat total. D'accord? Je pense que cet appel du président de la République, c'est juste la reconnaissance qu'il aura des tierces personnes qui ne seront pas encore impactées, mais à ce titre qui n'est pas un sentiment d'indignation envers l'État. Voilà, mais en parlant d'impact, je pense que tout le monde l'a perçu, perçu comme ça. Ce que le chef de l'État dit ne traduit-il pas le reproche qu'on entend à gauche et à droite? Oui, il y a les routes, il y a ci et ça, mais bon, concrètement, le panier de la ménagère, en tout cas, l'argent a dépensé.
Déjà, est-ce que le chef de l'État ne touche pas du doigt, ne se met pas sur la même longueur d'onde que ses concitoyens et dit, soit, effectivement, nous n'en sommes pas, nos actions nous emmènent dans la bonne direction, nous sommes convaincus d'être dans la bonne direction, mais il n'en demeure pas moins que nos compatriotes, certains de nos compatriotes ne le ressentent pas forcément ainsi, simplement parce qu'au quotidien, ils n'ont pas plus d'argent à dépenser, ils n'ont pas plus de facilité, ainsi de suite. Donc, nous devons tenir compte de ce ressenti-là pour peut-être ajuster nos actions ou aller encore un peu plus vite et de façon un peu plus pertinente. Non, je pense que c'est le discours à caractère intégrateur, d'une part, de reconnaissance de ces personnes qui ne sont pas encore impactées. Et deuxièmement, de voir comment il faut multiplier les efforts pour qu'on n'aille pas dormir sur nos lauriers. C'est à cela qu'il nous invite, à ce qu'on sache que tous les n'est pas encore couverts. Par exemple, quand je prends pour la question je l'ai déjà évoqué, de l'assurance maladie, nous sommes au moins, pour le moment, tout le territoire n'est pas encore couvert. Et l'expérimentation au niveau oui, l'expérimentation de ce que je viens de dire. Là, le projet H. Le projet H qui est également. Dans l'implémentation. La question, il a cité quelque chose qui est après, en tout cas, les infrastructures scolaires. Oui. Nous sommes à 115% de quelque chose dont nous, pour le moment, on n'a pas couvert. Donc, je pense que c'est à justice que le chef de l'État puisse adresser ce message de reconnaissance qu'il y a encore des espaces non couverts. Des espaces, du moins, non couverts par les actions. Ça n'est pas une raison pour que les gens puissent se manifester un certain ressenti, d'accord, puisque d'ici peu, vous serez impactés. Je pense que c'est une question de responsabilité, de reconnaissance et de mobilisation encore des efforts des citoyens que nous sommes, que nous continuions pas à aller nous acquitter de nos impôts, d'accord, et que nous puissions bien faire. Et ce que j'ai l'habitude de dire, que les cas béninois qui sont en face de l'argent, qui gèrent bien, qu'il y ait moins de détournement, je pense que c'est ça. Et j'ai l'habitude de dire, les cas béninois ont quoi avec l'argent? Parce que quand j'entends que telle personne, je consens ce que j'ai dit, la présomption d'innocence, mais ce n'est pas bon qu'on entende que des cadres soient impliqués dans des affaires financières. Voilà, nous allons aborder la dernière partie de cet entretien, le volet politique. Le volet politique, on a vu le chef de l'État rendre hommage à cette 8e législature, très productive en loi, et dans le même temps, remercier, en tout cas, attribuer la paternité de la réussite d'un certain nombre de ces actions, en parlant de la révalorisation très précisément, attribuer en tout cas une part de cette réussite aux deux partis de la mouvance présidentielle, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Quelle est votre appréciation de cette séquence-là? Avant de venir sur cette appréciation, je voudrais quand même rester dans le postulat selon lequel les premières actions d'infrastructure ne sont pas uniquement des actions isolées, parce que je l'ai analysé dans un autre point, que ça a contribué à une mobilité urbaine, d'une part, ça a contribué aussi à améliorer l'écoulement des produits agricoles. Oui. Je pense que c'est bien. Aujourd'hui, si vous sortez, vous restez dans certaines localités, il n'y a pas que seulement les infrastructures, il y a l'électrification. Oui. Je vous donne juste un petit exemple. Aujourd'hui, pour ceux qui ont fait le campus de la Baume-et-Calavi, d'accord, juste aujourd'hui au niveau de sortie du petit portail, hier, vous pouvez déjà à 21h, 22h ne pas rester là, mais quand vous prenez là toute la partie de ITA, aujourd'hui, vous sortez jusqu'à 23h00, vous avez des gens qui sont là. Donc l'électrification suscite des activités, d'accord, ça a une dimension économique et sociale, parce que les gens ne vont pas vite dormir, ils vont se distraire. Je prends juste cet exemple, que ces infrastructures, tout ce que le président avait fait, n'avait pas seulement purement que, bon, on n'a pas gagné de l'argent, mais les gens, d'autres en ont gagné. Oui. Parce que ça a permis à certains d'initier des activités génératives de revenus, et ça leur porte de fruits. Donc je pense que ce ressenti, il faut que les gens aient un peu de bémol pour ne pas l'exprimer aussi négativement qu'il en soit. D'accord. Ils seront pris en compte, comme l'a dit. Je ne parle pas en tant que porte-parole de personne, mais je le dis dans un postulat d'avoir de l'attente. Nous avons l'attente, mais nous espérons que le président va venir nous voir, va essayer de nous intégrer dans le tissu économique béninois, pour ne pas dire dans le registre de l'État béninois, pour que nous puissions aussi bénéficier
des fruits de nos efforts, de nos contributions, de ce que nous faisons pour les enfants de ce pays. Voilà. Maintenant, venons sur l'aspect politique, je pense que c'est légitime. Légitime en ce sens où nous avons depuis 1991 opté pour un parlement à échéance renouvelée. Et qu'on le veuille ou non, vu cette partie sombre, on ne va pas revenir sur ça, c'est ces députés qui ont voté les lois. C'est eux qui ont voté le budget. Et comme le ministre l'a dit, certains sont sur des listes, d'accord, et d'autres ne sont pas positionnés sur les listes. Je pense que c'est légitime que le président de la République puisse leur reconnaître leur effort d'une part, et d'autre part, saluer ceux qui ne vont pas revenir, et souhaiter que ceux qui vont être élus également aussi puissent continuer. D'accord. Et le président a mis l'accent sur sa réforme au plan politique, qui permet de disposer aujourd'hui de chacune de nos 24 circonscriptions électorales, une liste unique de personnes de sexe féminin. Ce qui nous permettra, quelles que soient les issues demain, nous avons au minimum 24 femmes qui seront dans ce Parlement. Et c'est là qu'il fait encore l'appel pour que ça ne soit pas uniquement ce nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liste mise qu'on aura, je n'ai pas eu le temps d'analyser les listes pour voir quel est le positionnement des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont bien positionnées et tout ça? Je n'ai pas fait ce travail parce que je suis pris sur d'autres choses. Mais si les femmes sont bien positionnées, de part et de que l'on soit des deux formations politiques de la mouvance, de ceux qui sont au Parlement et les autres listes, je pense que si les femmes ont été bien positionnées dans certaines institutions électorales, le souhait du chef de l'État comme le souhait de tout le monde, d'accord, nous allons avoir plus de 24 femmes. Je vous dis, de la première législature jusqu'à celle qui est en train de finir, le Parlement n'a jamais connu une dizaine de femmes élues. Ça, c'est le tableau sombre de notre vie politique. Oui, où j'ai parlé de sous-représentativité féminine dans les grandes décisions. Or, moi, j'ai besoin des femmes dans les grandes institutions où les femmes pourraient prendre des décisions qui vont impacter tout le monde. Je pense que c'est à ce titre que l'approche genre serait pour nous un outil de développement. Si tel n'est pas le cas, ça deviendra un outil politique, ce à quoi je n'aspire pas. Voilà. Au-delà de cela, le président de la République, pour finir, s'est félicité de la tenue prochaine des élections législatives inclusives où toutes les sensibilités seront représentées. Chose qui serait de nature à garantir la paix. La paix, comment, juste votre avis sur cette dernière séquence Non, je pense que, avant d'évoquer cela, il a dit tout ce qui est fait, la jouissance de tout cela est tributaire de la paix. Parce qu'on aurait beau réaliser des plateaux techniques, on aurait beau réaliser des infrastructures de toute catégorie. Il en a même évoqué l'effort aujourd'hui au niveau du secteur de l'agriculture. On ne peut jouir tout cela que si nous avons la paix. La paix, oui. Et en la matière, aujourd'hui, il a évoqué que la question de djihadisme aujourd'hui, en amont, le Bénin a été entendu au-delà de ses frontières nationales. Je pense que ce n'est qu'une bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans ce sens où la question d'insécurité, quand un État responsable arrive à régler cela, je pense que la cohésion sociale, les activités économiques et toutes les autres activités peuvent avoir lieu. Je ne veux pas faire l'analyse spatiale des secteurs d'éducation ailleurs où cette question se pose. Aujourd'hui, nous rendons grâce, d'accord, que des gens se sont sacrifiés et les gens continuent de s'investir pour que nous ayons une paix. Laquelle paix nous permet aujourd'hui d'avoir de l'école, les enfants vont à l'école, la population, tout le monde va. Je pense que c'est à saluer et au président de la République ces mesures qui sont prises avec ces différents hommes. L'armée aussi, il faut saluer tout ce qui est fait. Au passage, l'armée, nous les saluons parce que pendant que nous sommes en train de dormir, certains parmi eux sont en éveil pour assumer notre sécurité. Je pense que cette salutation, elle est légitime et comme l'a dit le président, c'est bien évidemment. Maintenant, la dimension inclusive des élections, je pense que ça a été le vœu de tout le monde. Au lendemain des échauffourées de 2019, je pense que nous sommes enfin arrivés quand je dis nous, en tant que Béninois, je ne suis pas un acteur politique pour le moment. Donc, pour le moment. Oui, parce que je ne sais pas. Je suis un homme scientifique aujourd'hui. Quand des gens ont quitté la société civile pour être dans la vie politique,
C'est leur droit. Bon, j'ai l'habitude d'évoquer des choses comme ça parce que quelqu'un qui peut t'écouter aujourd'hui et demain, il constate que tu es ceci, mais il a dit non. Donc, en tant que chercheur, vous avez un peu de bémol pour que les gens... Exactement, oui, voilà ce que je dis. Donc, je pense que c'est le souhait le plus ardent. C'est aussi le résultat d'un certain nombre d'activités. Si vous avez souvenance, il y a le clergé qui avait plaidé avec des activités. Il y a le médiateur de la République qui a reçu des gens. Et je pense qu'actuellement, si je ne me trompe pas, selon les médias que j'ai écoutés, le médiateur et puis une structure de la place financée par l'extérieur, dont je ne veux pas nommer le partenaire, on a pu identifier dans le code pénal dans une autre source juridique les attitudes qu'on ne doit pas avoir lors des prochaines joutes électorales. Je pense que c'est édifiant pour beaucoup plus permettre à notre société de continuer par fonctionner en dépit des moments de parenthèse de renouvellement de nos instances républicaines. À ce titre, je pense que tout ce qui est fait là, tous les acteurs en amont doivent être salués. Ce que je souhaite, que la phase de la campagne électorale, sous l'égide de la Sénat, que cette phase de la campagne électorale soit un moment de fête. Qu'on n'ait rien comme des accroches par-ci, par-là, des investitures entre les acteurs politiques. Nous sommes tous des béninois et quand j'analyse la carte politique aujourd'hui qui est là, les acteurs politiques, la plupart étaient ensemble hier, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Donc je ne vois pas de grandes différences entre les acteurs. Parce qu'il y en a qui ont géré avec le régime précédent, il y en a qui ont démarré avec l'actuel régime, qui se sont retrouvés dans des espaces différents. C'est le prix de la diversité. C'est le prix de la différence qui est l'un des principes de la démocratie. Je pense qu'il faut respecter cette différence d'opinion. Alors, pour finir, est-ce que vous diriez, comme le chef de l'État l'a affirmé, que le tableau présenté est celui d'un Bénin qui se porte mieux? Bon, moi je suis chercheur. Le président a ses indicateurs. Moi, je dirais relativement mieux. En ce sens qu'un chercheur ne s'enferme pas. D'accord? Quand je dis relativement mieux, je prends entre autres les autres insuffisances par rapport à certains, dont le président lui-même a eu légitimement la capacité de le reconnaître. Celui qui n'est pas impacté, tout cela, c'est sur ça que moi je dis relativement mieux. Parce que s'il y a 2 sur 3, d'accord, ont accès à l'eau potable et que le plateau technique est tributaire du droit à la santé dans certaines régions, d'autre part, et aussi si, par exemple, le niveau de branchement, je veux nommer les infrastructures énergétiques qu'on a mises dans certaines localités, si ceux-là ne sont pas encore atteints, d'accord, moi je vais utiliser le mot relativement mieux en impliquant dans mon analyse ceux-là qui sont encore dans la maille, ceux-là qui se trouvent encore en rade. D'accord? Moi, c'est le discours du scientifique que je suis et sociologue que je suis. Je ne peux qu'avoir cette expression de relativement mieux. D'accord. Et pour finir, puisque nous avons égrené le temps qui nous est imparti, qu'est-ce que vous diriez pour sortir de ce débat, de cet entretien? Non, je dirais que le président, il s'est, en toute humilité, il s'est s'auto-félicité d'une part, et d'autre part, féliciter ses concitoyens qui, quand il prenait ses premières mesures, les gens trouvaient ces mesures très drastiques. Je pense que j'avais analysé, toujours au niveau de votre télévision, les 4 ans de président Talon. J'avais analysé ailleurs l'amélioration du réseau routier à la sortie de la première phase de Al-Seratan. Je pense que fort de tout cela, et vu les annonces qu'il a faites, je pense que les 2026, d'accord, nous aurons beaucoup d'indicateurs à caractère social très édifiants. Très édifiants, quand je prends le cas de cantine scolaire, je l'ai dit, quand nous permettent, nous les chercheurs, de venir réaliser des études. Je prends également la dimension sanitaire, les formations sanitaires dont l'hôpital de référence qui est en construction à Bomey-Calabi, qui va nous permettre de contribuer à réduire les disparités sanitaires du fait peut-être du statut économique, du fait de la zone de résidence. Je pense que fort de tout cela, moi j'aspire et je rêve avec le président au même titre que lui, d'accord, qu'en 2026, le tableau serait mieux. Si déjà la cartographie
en termes de desserte de l'eau à 100%, c'est bien. Je pense que j'ai moins de maladies. Si la cartographie, en 2026, toutes les écoles publiques de l'État béninois disposent au moins d'une cantine scolaire, je pense que là, s'il y a plus de personnes à fréquenter l'école, s'il y a plus de personnes qui vont vendre ces produits agricoles, je pense que l'économie va se porter mieux. Voilà, je reste dans le même postulat que le président de la République pour espérer que tous ces rendez-vous seront de bons rendez-vous, à condition que nous n'ayons pas de facteurs exogènes, puisque nous étions là quand Covid est arrivé, nous étions là quand la guerre de l'Ukraine est arrivée. Et je voudrais que nous puissions trouver dans notre génie, d'accord, beaucoup plus de ressources pour arriver à ce que j'appelle à cette habitude de résilience par rapport à ces chocs exogènes. Je pense que c'est à ce titre que nous pouvons beaucoup plus espérer mieux. Et comme il a dit, il y aura beaucoup de recrutements. Donc il a annoncé beaucoup de choses. Donc les citoyens concernés par ces recrutements, puisque je ne vais pas faire un appel, mais je dis avant d'être éligible à ces recrutements, il faut aller bien chercher ces diplômes. Que les Béninois cessent de chercher à prendre part des voies, vraiment ce que j'appelle, ce qui n'est pas licite. Que les Béninois commencent pas à courir à chercher les choses de façon licite. Donc on n'est pas des couacs dans ces éventuels recrutements. Qu'on n'annule plus rien, d'accord? Je voudrais vraiment souhaiter qu'on n'annule plus rien. Le président, je pense qu'en janvier prochain, on va recruter dans le monde judiciaire. Ça va nous permettre d'avoir une autre desserte, d'accord, une autre desserte judiciaire. Parce qu'il y a des endroits où vraiment il y a plus de demandes, d'accord, qui doivent être traitées par le corps judiciaire. Je pense que c'est progressivement qu'on en arrivera. Mais le secteur éducatif, que l'enseignement secondaire et primaire et universitaire, que les gens prennent les calculatrices pour voir quel est le déficit d'une part. Et d'autre part, quelles sont les échéances échues pour une bonne partie qui va sortir du système et comment faire pour combler. Gap temporaire d'exécution du programme, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Je le dis pour des gens qui s'y connaissent et des gens qui savent de quoi je parle, pour ne pas être mieux que ça. D'accord? Donc, je pense que tout cela, je voudrais aussi inviter la Sénat, puisque tout ce qui est fait, le président a souhaité que tout se passe dans la paix. Je voudrais saluer d'abord les acteurs de la Sénat qui ont mis en place très tôt un calendrier. Lequel calendrier a permis à tous les acteurs de savoir qu'est-ce qu'on veut faire à tel moment, avec une communication soutenue. Il faut les saluer. Et en son temps, ceux qui sont conviés à faire le travail qui est le leur dans les arrondissements puissent bien le faire. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout cela, parce que la cohésion sociale, la paix sociale doit être aujourd'hui un acquis, mais pour que ça soit pérenne, il faut que le comportement qui est le nôtre puisse aller dans le même sens. Et l'une des premières activités qui nous mobilise tous à écouter tel, sans pour autant l'insulter, ce sont les moments de campagne électorale. Et nous sommes à un mois, ou bien moins d'un mois, de ce calendrier légendaire de notre vie politique, de notre vivre ensemble. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Dr. Callixte Ouédé. Et vous m'excusez, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas de mes habitudes. Le monde juridique, le monde des juristes a perdu un de ses membres. D'accord, je n'étais pas là, je l'ai appris tardivement. Je ne peux pas venir ici et ne pas lui rendre hommage. Il s'agit de ma conseillère Landry. Et tous ceux qui ont contribué à tout ce qui devait se faire en son temps, je les remercie pour notre cause commune, notre vie qui est notre cause commune. Et quand nous avons la chance d'avoir un espace qui nous a tous formés ensemble, je veux nommer la chaire UNESCO, je salue tous ceux qui ont contribué de par leur divers gestes autour de la mémoire de notre frère Landry Maconcé. Merci beaucoup, Dr. Callixte Ouédé. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Avec vous, nous sommes revenus en long et en large sur ce discours sur l'état de la nation, discours rendu devant la représentation nationale par le président de la République cette semaine. Mesdames et messieurs, en espérant que vous ayez glané ici et là quelques enseignements afférents à ce discours, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, je vous retrouve pour le duel de dimanche, c'est politique, et le reste du programme de ce grand format politique du dimanche.